Il est possible de modifier un scénario dans la WWE, mais lorsque des catcheurs masculins commencent à acculer, à narguer ou même à intimider physiquement des arbitres féminines en milieu de match, la frontière entre le personnage et la conduite devient dangereusement mince. Il ne s'agit pas de simples moments de colère, mais de décisions prises en temps réel qui ont mis en lumière un problème plus profond qui se jouait sous les projecteurs. Voici les moments où les catcheurs de la WWE sont allés trop loin avec les arbitres féminines. Commençons par l'éléphant dans la pièce. La WWE aime se féliciter de son évolution féminine, mais elle a la fâcheuse habitude d'effacer l'histoire qui dérange. Prenons l'exemple de Rita Chatterton, la première femme arbitre de la WWE qui a franchi les barrières en 1984 avant d'être complètement effacée des archives de la compagnie. Lorsque Jessica Carr a fait ses débuts en 2017, la WWE l'a présentée comme leur toute première femme arbitre, oubliant commodément que Rita Mari avait déjà existé. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire révisionniste, c'est un modèle de réduction au silence des femmes qui sont devenues problématiques pour le récit de l'entreprise. Les femmes arbitres ne sont devenues importantes dans les grandes promotions qu'au cours des 2 dernières décennies, Jessica Carr de la WWE devenant la première femme arbitre à temps plein de la société depuis les années 80 après avoir signé en 2017. Et si nous vous disions que la toute première arbitre féminine de l'histoire de la WWE a accusé Vince McMahon de viol et que la WWE a essayé de l'enterrer pendant des décennies, remontons le temps jusqu'en 1986. Rita Chatterton, alors connue sous le nom de Rita Mari, faisait des vagues en tant que première femme arbitre licenciée de la WWE. Mais derrière les lumières brillantes et les grandes scènes se cachait un sombre secret qui ne serait révélé que des années plus tard. Selon Madame Chatterton, Vince McMahon l'a invitée à monter dans sa limousine lors d'une soirée tranquille à New York. Elle affirme qu'il lui a alors demandé une fellation. Lorsqu'elle a refusé, il l'a agressée et violée dans la limousine. L'homme le plus puissant du catch professionnel. Le moment le plus historique de sa jeune carrière a été brisé. Pendant des années, cette histoire est restée cachée. Mais en 1992, elle a explosé à la télévision nationale. Rita s'est confiée à l'émission The Geraldo Rivera Show, donnant aux fans de catch un aperçu glaçant des recoins les plus sombres de la WWE. Vince, il réagit en intentant un procès en diffamation contre elle. Mais c'est là que les choses se gâtent. Les McMahon ont abandonné l'affaire 2 ans plus tard, au moment même où Vince était sous le feu des projecteurs pour avoir distribué des stéroïdes. En 2022, l'affaire revient sur le devant de la scène. Chatterton a intenté un procès civil contre McMahon, réclamant 11,75 millions de dollars de dommages et intérêts. Pourquoi maintenant? Parce qu'une vague d'autres accusations et de paiements occultes a commencé à faire surface. Vince n'était plus seulement le visage de la WWE, il était le visage d'une entreprise en plein bouleversement. Sous la pression du conseil d'administration de la WWE et dans le cadre d'une enquête interne portant sur plus de 12 millions de dollars de règlements secrets, Vince McMahon a démissionné de son poste de PDG en juillet 2022. Mais il n'en a pas fini. Il est revenu au début de l'année 2023 pour faire face à de nouvelles allégations et se retirer définitivement en 2024. En janvier 2023, Vince a discrètement conclu un accord avec Rita Chatterton. Pas d'aveu de culpabilité, juste un gros paiement et le silence. En 2025, une enquête fédérale sur des violations de l'obligation de verser des pots de vin se termine sans inculpation criminelle, avec seulement une amende de 1,7 million de dollars de la part de la SEC. Vince a pu s'en aller, encore une fois. Mais voici la partie que la WWE ne veut pas que vous entendiez. Rita Chatterton n'a jamais eu droit à un procès. Pas de témoignage au tribunal, pas de contre-interrogatoire. Juste un accord à l'amiable qui a gardé tout cela derrière des portes closes. Vince McMahon a peut-être évité les poursuites pénales, mais il n'a pas pu effacer l'héritage de ce que Chatterton a commencé. Elle a ouvert une porte que la WWE a passé des décennies à essayer de garder scellée.
télé. Et ce documentaire de Netflix, Monsieur McMahon, ils ont raconté l'histoire, en quelque sorte. Mais sans la voix de Rita dans la série, les critiques l'ont qualifié de propagande polie. Car lorsqu'il s'agit de Vince McMahon, la WWE a toujours su contrôler la narration. Mais on ne peut pas contrôler la vérité éternellement. Alors, quelle est votre position? La justice a-t-elle été rendue, ou bien Vince McMahon a-t-il tout simplement déjoué le système une fois de plus? Les scandales n'ont pas commencé avec Rita et ne se sont certainement pas arrêtés là. Aubrey Edwards, de l'AEW, est devenu l'un des arbitres les plus respectés de la planète. Mais le respect n'est pas venu facilement. Elle a dû faire face à tout, des trolls en ligne aux fans effrayants qui crient des choses dégoûtantes lors d'événements en direct. Parce qu'apparemment, certaines personnes pensent que crier au harcèlement fait partie du spectacle. Exemple, lors d'un récent enregistrement de la Ring of Honor, un fan a commencé à chahuter Sky Blue avec des remarques sexuellement explicites. Edwards, qui officiait, n'a pas hésité. Elle a fait signe à la sécurité et a fait jeter le gars. Pas de drame, pas d'hésitation. Elle a géré la situation comme une pro. Ce genre d'action rapide devrait être la norme et non un fait marquant. Ce qui me fait vraiment grincer des dents, c'est la façon dont le monde du catch balaie toujours ce genre de choses du revers de la main. Vous dites quelque chose à ce sujet? Tout à coup, vous êtes trop sensible ou politiquement correct. Ou pire encore, on vous dira « c'est juste du catch, c'est un métier difficile ». Oui, le bâtiment aussi, mais on ne voit pas les gens harceler le contremaître pendant la pause déjeuner. C'est la même logique qui a permis à des décennies de comportements douteux de passer inaperçus. Les arbitres féminines ne demandent pas un traitement spécial, elles demandent le respect humain de base. Le même genre de respect que nous accordons aux arbitres masculins qui, comme vous le savez, font simplement leur travail. Et voici la partie la plus sournoise. Avec le temps, toutes ces choses sont balayées sous le tapis. Un moment controversé devient un angle classique. Un catcheur qui dépasse les bornes devient un élément de l'époque. Et ceux qui soulèvent des questions juridiques, ils sont accusés de tuer l'ambiance. C'est de l'intoxication à la pyrotechnie et à la musique d'entrée. Le catch a toujours joué avec les limites. Les chocs avec les arbitres font partie intégrante du spectacle. Mais il y a une grande différence entre un spot planifié et une culture qui traite les femmes arbitres comme des accessoires et non comme des professionnels. Lorsque les catcheurs malmènent les arbitres, font des blagues grossières ou écrivent des intrigues dégradantes autour d'elles, ce n'est pas seulement dans le personnage. Ils renforcent la dynamique du pouvoir dans la vie réelle, qui a maintenu les femmes à l'écart du catch pendant des décennies. Aujourd'hui, des catcheuses comme Jessica Carr et Aubrey Edwards ont montré à quel point une femme arbitre peut être bonne lorsqu'elle est soutenue. Elles ont arbitré des événements principaux, des matchs pour le titre et ont gagné la confiance du public, simplement en étant constamment excellentes. Mais voilà, leur succès ne doit pas être utilisé comme une preuve que tout va bien maintenant. Au contraire, ils mettent en évidence la rareté de ce type de soutien. Voici donc le défi que je lance aux fans de catch. Arrêtez de vous cacher derrière le « c'est comme ça que le catch est ». Si quelque chose ne passe pas dans un autre métier, pourquoi devrions-nous l'accepter ici? Dénoncez les doubles standards. Remettez en question la nostalgie qui blanchit les mauvais comportements. Et arrêtez de prétendre qu'être un fan signifie fermer son cerveau. Parlons maintenant de la fameuse bousculade de Jericho. Si vous avez regardé AEW ne serait-ce que 5 minutes, vous savez qu'Aubrey Edwards n'est pas quelqu'un qui s'efface. Elle a de la présence. Alors quand Chris Jericho l'a bousculée pendant un match et qu'elle lui a rendu l'appareil, la foule s'est mise à trembler, à juste titre. Vous pensez que c'est elle qui est devenue rebelle? Non, Jericho a demandé ce spot. Il l'a voulu. Il lui a dit « pousse-moi » et elle l'a fait, comme une putain de patronne. Mais l'Internet a fait ce qu'il fait. Soudain, Aubrey a été traînée pour avoir fait parler d'elle et avoir volé la vedette. Il est amusant de constater qu'un arbitre masculin peut faire un conte de 3 langues ou un regard dramatique et que c'est une belle histoire, mais qu'une arbitre féminine repousse le mouvement et que c'est trop. Voilà l'hypocrisie. Edwards n'a pas improvisé. Elle a exécuté une décision qui a permis d'élever le niveau du match comme n'importe quel arbitre l'aurait fait. Mais parce qu'elle est une femme, les poteaux de but ont bougé. Elle n'a pas enfreint le kayfabe. Elle a enfreint la règle du 2 poids 2 mesures. Ainsi, lorsqu'un fan lui crie dessus ou lorsque les gens crient à l'injustice pour une action qu'elle devait littéralement faire, ce n'est pas seulement à propos de ce moment. Il s'agit de montrer à quel point les femmes doivent encore travailler dur pour être considérées comme des égales dans
dans ce milieu. Aubrey ne se contente pas d'arbitrer des matchs, elle évite les mines de partialité tout en assurant le bon déroulement du spectacle. Et à chaque fois qu'elle tient bon, que ce soit face à Jericho ou à un fan ivre, elle prouve qu'être arbitre ne signifie pas être invisible. Cela signifie être essentiel. Bien avant que Jessica Carr ne lève la main de Roman Reigns ou qu'Aubrey Edwards ne fixe Chris Jericho, il y avait Suzy Tanner, l'une des premières femmes arbitres dans le catch professionnel. Et Suzy ne se contentait pas d'agiter les bras et de compter les 3. Elle était au cœur de l'action. Elle prenait des coups. Elle tenait bon. Mais un soir des années 80, tout cela a été poussé trop loin. Au cours d'un match indépendant, le catcheur Bruiser Costa n'a pas apprécié son décompte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a carrément frappé au corps. Sans avertissement, pas de scénario, pas de protection. Juste un ego brut et une masculinité toxique dans un ring de catch. Ce n'était pas un travail. Ce n'était pas un spot planifié. C'était un coup de feu, une décision affreuse, prise sur un coup de tête par un homme qui ne supportait pas de se faire dire non par une femme en costume. Aujourd'hui, nous appellerions cela de la violence au travail. À l'époque, cela faisait partie du spectacle. Pas d'amende, pas de suspension, pas de déclaration le lundi matin. Suzy Tanner s'est levée, s'est époustée et a continué à arbitrer. Et c'est ce qui fait que son histoire est si dure à entendre, parce qu'il est facile d'oublier à quel point la situation a été brutale pour les femmes qui sont passées en premier. Le peu de protection dont elles bénéficiaient, la facilité avec laquelle les abus qu'elles ont subis ont été transformés en divertissement. Mais ce slam, ce n'était pas qu'une mauvaise nuit. C'était le modèle de la façon dont l'industrie traitait les femmes qui osaient s'engager dans un rôle qu'elles ne pensaient pas leur appartenir. Suzy Tanner ne s'est pas contentée de prendre une bosse. Elle a vécu le genre de moment qui aurait dû déclencher une prise de conscience et qui, au lieu de cela, est resté gravé dans la mémoire de l'histoire. Ainsi, lorsque nous parlons du caractère révolutionnaire de Jessica Carr ou d'Aubrey Edwards aujourd'hui, nous devons nous rappeler qu'elles ne font pas qu'écrire l'histoire. Elles la corrigent. Septembre 2020, Monday Night, Rio. Mickie James affronte Asuka pour le championnat féminin dans ce qui aurait dû être un match de titre à fort enjeu et à grand spectacle. Au lieu de cela, il s'est transformé en l'une des erreurs d'arbitrage les plus maladroites de mémoire récente. Mickie est au milieu du match. Elle tient bon. Elle n'est pas en train de taper. Elle n'est pas en train de s'évanouir. Elle est littéralement au milieu d'un mouvement offensif. Et soudain, la cloche sonne. Arrêt de l'arbitre. C'est comme ça. Le match est terminé. Asuka conserve son titre. La foule est confuse. Les commentaires sont confus. Mickie James, elle regarde l'arbitre en disant « J'ai raté quelque chose? Ou est-ce que vous m'avez enlevé mon titre parce que vous avez paniqué ?» Il s'avère que l'arbitre pensait que Mickie était commotionnée. Il pensait la protéger, mais il avait tort. Pas de confirmation médicale, pas de signe visible, juste une décision instinctive qui a coûté à une vétérane son moment. La WWE a tenté de faire croire qu'il s'agissait d'une décision d'arbitre, mais les fans n'y ont pas cru. La fin de l'affrontement a semblé maladroite, anticlimatique et, pire que tout, évitable. De bonnes intentions, certes, mais l'exécution a été terrible. Et c'est là que le bas blesse. Mickie elle-même a précisé plus tard que même si elle appréciait les inquiétudes concernant sa sécurité, elle allait bien. Elle n'était pas blessée. Elle était prête à terminer ce match. Ainsi, au lieu d'un spectacle, nous avons eu droit à une fin qui donnait l'impression que quelqu'un avait appuyé sur le bouton de panique au milieu du match. C'était censé être une protection. C'était censé être une protection, mais c'est devenu un sabotage. Mais il ne s'agit pas seulement d'un appel raté. C'était un aperçu de la relation bizarre et compliquée du catch avec l'autorité, surtout quand les femmes sont dans le coup. Car soyons réalistes, lorsque des arbitres féminines sont impliquées, les regards sont plus attentifs. Les attentes sont différentes. Un coup de force de la part d'un personnage comme Madison Rayne, soudain, elle dépasse les bornes. Stephanie McMahon met une chemise d'arbitre pour une intrigue. Elle est un cas de népotisme. Mais un arbitre masculin qui fait un appel massif sans aucune formation médicale, c'est juste une erreur. Il ne s'agit pas de simples erreurs isolées. Elles révèlent à quel point le catch est toujours confronté à la question de la dynamique des genres dans les coulisses. Cela nous oblige à nous demander qui est réellement protégé ici et qui est simplement mis à l'écart. La chemise rayée peut sembler un symbole neutre, mais à chaque fois, elle devient le paratonnerre de tout ce que nous projetons sur les figures d'autorité du catch. Préjugés, reproches, politique et protection, tout en un. Imaginez, vous regardez ce qui est censé être un match de catch normal et, soudain, la personne à la chemise rayée s'empare de tout le spectacle. Non pas à cause d'une mauvaise décision ou d'un spot raté, mais à cause d'une véritable prise de pouvoir. Bienvenue en décembre 2011 à la TNA Impact Wrestling. Madison Rayne, une catcheuse devenue vice-présidente
présidente exécutive des Knockouts, décide qu'elle est aussi l'arbitre de la soirée. Et pas n'importe quel arbitre. Elle joue à la fois la reine, le juge et le bourreau. Tara et Brooke Tessmacher sont censées avoir un match. Au lieu de cela, elles sont coincées dans le feuilleton personnel de Madison. Elle menace de les virer en plein match. Elle prend des décisions manifestement biaisées. Elle fait des commentaires bruyants et sarcastiques pendant qu'elle officie, comme un podcast de Hill qu'on ne peut pas éteindre. Ce n'était pas une histoire subtile. Il s'agissait d'un véritable ego trip en noir et blanc. C'est devenu tellement absurde que Sting a dû sortir et mettre fin à tout cela, en marchant littéralement vers le ring et en rappelant à tout le monde « Hey, cette femme n'a pas vraiment le pouvoir qu'elle prétend avoir. » Et c'est bien là le problème. Les arbitres sont censés être la force neutre, la seule personne sur le ring qui ne fait pas partie du chaos. Mais lorsque l'arbitre commence à se comporter comme un tyran, l'illusion est rompue. Soudain, le match n'a plus d'importance. Les catcheurs n'ont plus d'importance. Tous les yeux sont rivés sur la fausse autorité de l'arbitre et sur le fantasme de pouvoir qui se joue en temps réel. S'agissait-il d'un chaos créatif ou tout simplement une absurdité propre à la TNA? À vous de voir. Mais une chose est sûre, la chemise rayée est passée de symbole d'ordre à projecteur pour l'une des figures d'autorité les plus bizarres de l'histoire du catch. Et maintenant, il y a une nouveauté. Parfois, le moment le plus controversé de l'arbitrage féminin n'est pas de faire foirer le match, mais de faire tout exactement selon les règles. Janvier 2006, Royal Rumble. Trish Stratus est championne féminine, mais ce soir, elle ne défend pas son titre. Elle est l'arbitre invitée spéciale d'un match entre son amie Ashley Massaro et la femme qui l'obsède depuis des mois, Mickie James. Et je parle bien d'obsession. Ce n'était pas juste une histoire de béguin. Mickie était en train d'être une véritable femelle de Trish. Des étreintes inconfortables, attaques jalouses, des déclarations d'amour aléatoires en coulisses. Tout cela donnait une sérieuse énergie d'attraction fatale. Imaginez maintenant que vous soyez Trish au milieu de ce champ de mine émotionnel, essayant de rester professionnel tout en arbitrant un match entre votre ami et votre harceleur. Et c'est là que les choses se gâtent, d'une manière brillante. À un moment donné, Ashley martèle Mickie dans le coin et Trish intervient pour l'interrompre. C'est tout à fait dans les règles. N'importe quel bon arbitre aurait fait de même. Mais cette brève pause, c'est tout ce dont Mickie avait besoin. Un coup bas plus tard, et soudain, elle prend le contrôle. Le match se termine par une powerbomb de Mickie sur Ashley et Trish compte les 3 à contre-cœur. Elle est clairement mal à l'aise, clairement secouée, mais elle fait quand même son travail. Pas de parti pris, pas de théâtralité. Juste une arbitre en conflit profond qui essaie de garder la tête froide. Et les fans l'ont remarqué. Certains ont pensé que Trish avait fait preuve de favoritisme. D'autres l'ont vu pour ce qu'il était. Un arbitre faisant son travail dans une situation impossible à gagner. Ce moment est resté dans les mémoires non pas à cause d'un cafouillage, mais parce qu'il a montré à quel point la narration du catch peut être compliquée lorsqu'elle est bien faite. Les expressions faciales de Trish racontent toute une intrigue secondaire. Elle ne se contentait pas d'arbitrer. Elle faisait face à un thriller émotionnel en temps réel. Parfois, dans le catch, être un bon arbitre signifie que le méchant gagne quand même. C'est ce qui a fait de ce match l'une des performances les plus riches en émotions jamais réalisées par la WWE. Ensuite, ils ont eu une revanche à Rio parce que pourquoi pas. Remontons maintenant le temps jusqu'en février 2002. No Way Out. La WWE prend la brillante décision de placer Stephanie McMahon, qui n'a reçu aucune formation d'arbitre, au milieu d'un match sans enjeu et sans décision entre son vrai mari Triple H et Kurt Angle. Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Eh bien, tout. C'était censé être le dernier chapitre d'une histoire passionnante. Triple H contre Angle. Le vainqueur se rend à WrestleMania pour disputer le titre de champion incontesté. Des enjeux énormes, n'est-ce pas? Mais au lieu de laisser l'action parler d'elle-même, la WWE a placé une McMahon au milieu de l'histoire. Et pas n'importe laquelle, mais une McMahon qui n'avait rien à faire dans une chemise d'arbitre. Stephanie n'était pas seulement partiale, elle l'était de façon caricaturale. Elle est intervenue, a retardé les décomptes, a pris de multiples coups et s'est généralement comportée comme si elle essayait d'obtenir une nomination dans la catégorie meilleur second rôle féminin au lieu d'arbitrer un match. Au moment où le 4e arbitre a touché le tapis, même la foule ne savait plus ce qui était réel. Plus tard, Angle lui-même a qualifié le match de gâchis créatif. Et honnêtement, c'est une question de politesse. Cela aurait pu être simple. Angle a suggéré après coup que Steph aurait dû faire un décompte rapide pour lui donner la victoire et faire monter la température.
clôture. Mais au lieu de cela, nous avons eu droit à un chaos déguisé en récit, surbooké, surjoué et peu convaincant. Ce n'était pas excitant, ce n'était pas choquant, c'était tout simplement désordonné. Un match qui aurait dû nous faire croire à un main event de WrestleMania s'est enlisé dans le drame de la famille McMahon et l'arbitraire des gimmicks. Et oui, cela a poussé le personnage de Stephanie plus loin dans le rôle de manipulatrice avide de pouvoir qu'elle allait jouer pendant des années, mais au prix d'un match qui méritait qu'on se souvienne de lui pour le catch et non pour les bêtises de l'arbitre. Parfois, les rayures ne font pas seulement partie de l'uniforme, elles font partie du problème. Sautons à l'été 2010 pour l'une des configurations d'arbitrage les plus bizarres que la WWE ait jamais essayé, lorsque les deux jumelles Bella, Nikki et Brie ont servi d'arbitres invités spéciales. Oui, deux arbitres dans le même match. Qu'est-ce qui peut bien aller de travers? Tout cela s'est passé lors d'un épisode de WWE Superstar pendant un match entre Jillian Hall et Gail Kim. Les Bellas étaient déjà en froid avec Jillian à cause de leur Twin Magic et cette tension a débordé dans ce match où elle n'était pas seulement présente sur le ring mais où elle prenait les décisions. Mais prendre les décisions est une expression généreuse. Ce qu'ils ont fait, c'est jouer les favoris d'une cloche à l'autre. À chaque fois que Jillian essayait de prendre de l'élan, les Bellas l'ignoraient ou s'interposaient carrément. À un moment donné, Jillian en a eu assez et s'est emportée, attaquant les deux arbitres par frustration. Grosse erreur. En véritable heel, Nikki Bella est revenue avec un compte rapide pour se venger, laissant Gail Kim remporter la victoire alors que Jillian reprenait encore son souffle. Il s'agit moins d'une question d'arbitrage que d'une équipe de tag team qui utilise les rayures des arbitres pour truquer le système. Le match lui-même, le chaos à l'état pur. Mais il a fonctionné. Il a mis en lumière les Bella Twins, non seulement en tant que catcheuses, mais aussi en tant que talons manipulateurs capables de contourner les règles quand cela les arrangeait. C'était un avant-goût des personnages assoiffés de pouvoir qu'elles incarneraient des années plus tard. Certains fans ont trouvé la combine du co-arbitre astucieuse. D'autres ont levé les yeux au ciel en voyant à quel point elle était flagrante. D'autres ont roulé des yeux devant la partialité flagrante des jumeaux. Quoi qu'il en soit, ce match a été mémorable et a permis aux Bellas d'évoluer au-delà de leur simple rôle de jumelles. Ce n'était pas un simple match. Il s'agissait pour les jumelles Bella de tester ce que cela signifiait de contrôler la narration et pas seulement d'en faire partie. Parlons maintenant de la performance d'un arbitre si sauvage, si chaotique, qu'elle a transformé un match pour le titre de la WWE en un véritable effondrement émotionnel. Money in the Bank 2012. CM Punk contre Daniel Bryan pour le titre de champion de la WWE. Pas de disqualification. Et votre arbitre invité spécial? AJ Lee, aka la personne la plus imprévisible du catch à ce moment-là. Ce n'était pas seulement un match, c'était l'acte final d'une intrigue romantique et horrifique. Depuis des semaines, AJ oscillait entre Bryan et Punk, jouant des jeux d'esprit, taquinant les propositions et jetant même quelques regards à Kane. Parce que pourquoi ne pas introduire un monstre littéral dans votre triangle amoureux? Son histoire avec Bryan était particulièrement embrouillée. Ils étaient sortis ensemble pendant la course au titre mondial de Bryan, mais après sa défaite humiliante de 18 secondes contre Sheamus à WrestleMania, il l'a blâmé pour tout. À partir de là, AJ est parti en vrille, manipulant à la fois Punk et Bryan sous le regard de tout l'univers de la WWE, essayant de déterminer si elle était amoureuse, si elle perdait la tête, ou les deux à la fois. Alors bien sûr, quand Bryan a demandé qu'elle soit bannie du ring pour leur match pour le titre, la WWE a fait ce qu'elle fait le mieux. Elle a empiré les choses. AJ n'a pas été bannie. Elle a été nommée arbitre invité spécial. Et elle a fait exactement ce à quoi on s'attendait. Absolument tout et rien à la fois. Pendant la majeure partie du match, elle a joué franc jeu. Mais on pouvait le sentir. Chaque regard, chaque hésitation, chaque décompte. C'était comme si elle tenait le tout avec du ruban adhésif émotionnel. Puis vint le chaos. Bryan a accidentellement fait tomber Punk sur AJ, l'envoyant valdinguer hors du ring. La foule a sursauté. Punk et Bryan ont paniqué. Un arbitre de secours s'est précipité. Et dans ce moment de chaos, Punk a capitalisé, a exécuté son mouvement et a obtenu la victoire. Mais la façon dont AJ a compté les 3 derniers points, froid, calculé, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et ça ne s'est pas arrêté là. La nuit suivante, à Raw, Bryan l'a de nouveau demandé
demandé en mariage, en direct à la télévision. Elle a dit oui, puis elle a dit « je plaisante ». Elle l'a laissé devant l'hôtel pour devenir le nouveau général manager de Raw. Vous voulez parler d'arbitres qui sont devenus l'histoire? AJ Lee n'est pas seulement devenue l'histoire. Elle a détourné toute la narration, réécrit la fin et est repartie avec une promotion. Ce n'était pas seulement une controverse, c'était le chaos le plus total de la WWE, enveloppé dans une chemise à rayures et de l'eyeliner. Avons-nous oublié des moments où les catcheurs de la WWE sont allés trop loin avec les arbitres féminines? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.